Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le pilote de la capitale sur la radio. Le pilote de la capitale, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, l'actualité internationale nous emmène où? Nous emmène en République démocratique du Congo, où le gouvernement a envoyé hier une mise en demeure au géant américain Apple pour complicité en fait dans l'exploitation de minerais dans ce qu'il considère comme étant des mines qui sont exploitées illégalement par certains groupes armés. Et donc ces minerais-là qu'utiliserait le géant américain participeraient justement à la violation des droits humains des populations locales qui vivent dans les régions-là, notamment celle de l'Est de la République du Congo, dans laquelle il y a de nombreux groupes armés, dont le célèbre M23, que le gouvernement congolais accuse d'être soutenu par le voisin rwandais, et à travers lequel, justement, qui est le proxy par lequel, en quelque sorte, ces multinationales internationales, dont Apple, exploitent les minerais très importants en RDC. Il y en a 3. Il y a notamment le tartan, à partir duquel on fait du cobalt. On a l'étain et on a le tungstène. Il faut savoir que la République démocratique du Congo est l'un des géants, l'un des plus grands producteurs de mines au monde. Il est notamment le premier producteur mondial de cobalt et le premier producteur africain de cuivre. Alors, il faut savoir que ces courriers-là ont été adressés notamment à la filiale française d'Apple et à la maison mère américaine par les avocats français représentant le gouvernement congolais William Bourdon et Vincent Bengart. Et évidemment, ces derniers ont expliqué dans cette mise en demeure, pour laquelle ils ont appelé à avoir une réponse sous 3 semaines, à l'issue de laquelle, s'il n'y a pas de réponse du tout ou de réponse convaincante, eh bien, le gouvernement congolais estime qu'il prendra donc toutes les mesures, y compris les options judiciaires, afin de faire, afin que son droit soit évidemment respecté. Il faut donc bien comprendre que derrière ce bras de fer-là, qui vient maintenant de s'installer entre le gouvernement congolais et la firme américaine Apple, il y a évidemment, c'est une extension de la guerre que la République démocratique du Congo et le Rwanda se livrent, notamment sur ces minerais-là. Et il faut, comme je l'ai dit, savoir que notamment en ce qui concerne le coltan. Le coltan, c'est l'un des composants de base, notamment, qui entre dans la fabrication des batteries électriques que l'on retrouve dans la plupart des appareils électroménagers, y compris dans les voitures électriques. Il faut savoir que donc, pour l'année 2023, le Rwanda est devenu pour la première fois le premier producteur et le premier exportateur mondial de coltan. Ils ont exporté plus de 2020 tonnes de coltan, alors que la République démocratique du Congo, qui était jusqu'alors le premier producteur mondial de coltan et qui détenait les plus grandes réserves de coltan connues au monde, n'en a exporté que pour 1918 tonnes. Donc, alors que c'est ce que le gouvernement congolais explique, c'est qu'ils disent qu'ils ne comprennent pas qu'un pays dont les capacités géologiques ne répondent absolument pas avec les chiffres officiels d'exportation de coltan, puisse donc continuer à exporter des minerais dont une partie aurait été acquise de manière frauduleuse. Et donc, ce minerai-là qui est justement vendu sur les marchés internationaux et qui est racheté par ces compagnies, ces multinationales internationales, la République, donc le gouvernement de la République démocratique du Congo, accuse donc ces multinationales et donc de facto les gouvernements issus de ces pays-là de soutenir en quelque sorte le désordre qu'il y a dans l'Est de la République du Congo, de soutenir toutes les violations de droits humains, de soutenir la présence de groupes armés et la prolifération de mines illégales avec tout le corollaire que cela implique sur le plan social et sur le plan économique, avec des femmes et des enfants qui sont parfois contraints de travailler comme des esclaves par la force dans ces mines-là. Et évidemment, à l'annonce de cette mise en demeure, le géant américain qui commercialise notamment l'iPhone et les ordinateurs Mac a immédiatement réagi en expliquant au contraire que le Apple respecte un code qui s'appelle un code de conduite, qui est un code de conduite irréprochable par le biais de la certification ITSCI. Cette certification-là
est un programme notamment qui permet de garantir la traçabilité des minerais qui sont mis sur le marché. Et ce à quoi les avocats justement de la République démocratique du Congo ont expliqué que la certification ITSCI justement présente de graves dysfonctionnements en interne, et ces graves dysfonctionnements jettent un discrédit sur évidemment la crédibilité de la certification qu'elle représentait. Par conséquent, une firme comme Apple ne pourrait ne pas savoir ces réalités-là, savoir que évidemment la certification ITSCI n'est pas une certification fiable. Et donc, par rapport à cela, le gouvernement congolais, donc, à travers cette, comme je l'ai dit, à travers cette mise en demeure adressée à Apple, il cherche notamment à appeler les entreprises multinationales qui achètent les minerais, notamment au Rwanda, à prendre leurs responsabilités vis-à-vis du droit international et vis-à-vis du droit des populations civiles qui sont évidemment les victimes de ces mines illégales-là, les victimes de cette exploitation illégale de minerais, notamment de coltan et de tungstène, qui sont le coltan, le d'étain et de tungstène, qui sont ces trois principaux minerais-là qui sont exportés par le Rwanda. Et donc, la République démocratique du Congo aussi pointe du doigt les superpuissants, donc les membres permanents du Conseil de sécurité, dont les États-Unis, qui est la patrie d'origine de la firme Apple, pour que les Américains puissent prendre des mesures en vue de lutter contre ce phénomène d'exploitation illégale des mines, ce phénomène de prolifération de groupes armés qui participent justement au désordre et à l'insécurité qui existe dans la région de l'Est de la République du Congo et qui favorise justement la multiplication des mines illégales avec donc une exploitation illégale des minerais dans cette zone-là. Évidemment, pour le Rwanda estime que les accusations qui sont portées contre lui par la République démocratique du Congo, sont totalement infondées, parce que Kigali estime au contraire que, bien qu'elle reconnaît du bout des lèvres soutenir le M23, mais elle dit qu'elle soutient le M23 parce que le M23, qui est composé de Tutsis congolais, si tu veux, aide le gouvernement rwandais à combattre les Interahamwe, qui sont des Hutus rwandais qui avaient traversé la frontière après la chute du gouvernement du Juvénal Habyarimana, après le génocide de 1994. Et donc depuis lors, ce sont ces groupes armés-là, alliés aussi avec des groupes Hutus congolais, qui sèment un peu le désordre dans la région, avec pour ambition de un jour créer suffisamment de chaos pour pouvoir repartir au Rwanda et reconquérir le pouvoir par les armes. Et donc ça, c'est le discours du Rwanda. Et le Rwanda donc explique que c'est justement pour lutter contre cette insécurité-là qu'il soutient un groupe, en l'occurrence le M23. Et même si, évidemment, donc, ce soutien-là est quand même reconnu un peu du bout des lèvres, mais le Rwanda continue de nier le fait que le M23 lui sert de proxy pour bien entendu exploiter, pour avoir la même mise sur certaines mines qui sont situées en République démocratique du Congo, même si derrière aussi le Rwanda a reconnu que, évidemment, en termes d'exportation, il y a une partie des exportations des minerais qui partent du Rwanda qui aurait une origine congolaise, parce que, évidemment, le Rwanda explique que, étant donné justement l'insécurité, le chaos qui règne dans la région, le gouvernement rwandais n'est toujours pas en capacité de pouvoir assurer la traçabilité ou de faire la distinction entre les minerais qui sont issus de son sol, donc le sol rwandais, et ceux issus du sol congolais. Et donc, c'est à cause de cela qu'on retrouve, ou que probablement, ou que potentiellement, il y aurait quand même une partie des minerais qui sont exportés par ces soins vers l'extérieur, vers notamment les États-Unis et l'Europe. Il se pourrait donc qu'il y ait, le gouvernement rwandais l'a reconnu, qu'il se pourrait qu'il y ait en effet une partie de ces minerais-là qui soient ici de la République démocratique du Congo, mais sans plus. Et donc derrière, il y a véritablement la question
comme le gouvernement congolais le stipule bien, ils ont raison de poser la question, c'est qu'aujourd'hui, on est à une période où véritablement le droit international qu'on a toujours défini comme étant ces ensembles de règles-là qui permettent de régir les relations entre les États, de régir les relations entre les entreprises issues de pays différents, eh bien, ce droit international-là est de plus en plus foulé aux pieds. On le voit notamment avec le conflit au Moyen-Orient, avec Israël, vis-à-vis de Gaza, où Israël a plus d'une cinquantaine de résolutions qu'elle n'a jamais appliquées, et elle continue de les bafouer pour ce qui concerne la bande de Gaza. On a aussi le cas de la situation, bien entendu, d'autres pays, que ce soit l'Iran, que ce soit les États-Unis aussi, qui participent un peu à ce désordre-là, parce que les États-Unis soutiennent notamment Israël. Les États-Unis aussi soutiennent, en l'occurrence, ces multinationales, dont Apple. On a aussi le cas avec la guerre en Ukraine, où on est totalement dans l'impasse, puisqu'on a un belligérant qui est membre permanent du Conseil de sécurité et qui dispose d'un droit de veto, en l'occurrence la Russie, et on a de l'autre côté l'Ukraine qui met en avant son droit à la défense de son territoire et qui est soutenu par d'autres pays et qui n'est pas des moindres, 3 pays qui sont membres permanents du Conseil de sécurité, donc l'Angleterre, la France et les États-Unis. Donc on voit que en Ukraine, il y a des violations du droit international à la fois de la part de la Russie, mais aussi de la part de l'Ukraine, et qu'on n'arrive toujours pas à obtenir un cessez-le-feu ou à obtenir une solution politique, parce qu'aucune des deux parties ne veut véritablement mettre cette option-là sur la table. Et donc, il y a aussi cette prolifération de zones où le droit international n'est plus respecté, qui est quand même assez inquiétante aujourd'hui. On est au 21e siècle, on a toujours brandi que c'est la période où, évidemment, l'humain a le plus pris conscience du mal qu'il a pu faire sur la planète, notamment avec la multiplication des guerres que l'on connaît depuis la fin des temps. On avait cru qu'après la Seconde Guerre mondiale, il n'y aurait plus jamais de grands conflits de cette nature-là. Or, on voit aujourd'hui que pendant 80 ans, il y a eu la prolifération de conflits à travers la planète. L'Organisation des Nations Unies a plus ou moins essayé d'y mettre un terme et a essayé plus ou moins de garantir une certaine stabilité au sein de la communauté internationale. Mais on voit aujourd'hui que cette stabilité-là est de plus en plus fragile et elle n'est plus du tout garantie par des institutions onusiennes telles que le Conseil de sécurité, qui est justement l'organe qui était censé garantir la paix à travers le monde. Donc, pour résumer, grosso modo, on voit que là, la République démocratique du Congo a changé de stratégie aussi vis-à-vis de son voisin rwandais, en essayant d'internationaliser, non pas le conflit, mais en internationalisant la question qui est fondamentale pour les Congolais, à savoir l'accès aux ressources, aux minerais qui sont sur son sol par à la fois des gouvernements étrangers, donc des puissances étrangères, par le biais d'entreprises étrangères qui exploitent de manière illégale ces minéraux-là. Mais au regard de la situation, si tu veux, globale du droit international, de la situation des instances internationales qui sont censées réguler ces relations-là, il est peu probable que le gouvernement de la République démocratique du Congo, à mon avis, puisse obtenir gain de cause pour 2 raisons. Un, Apple, c'est une firme qui est très puissante, elle dispose de moyens financiers colossaux et donc elle a l'influence nécessaire pour pouvoir faire traîner en longueur les procédures. Et même si le gouvernement congolais allait imposer des sanctions, ou imposer des sanctions de nature, soit des sanctions financières ou des sanctions liées par exemple à l'interdiction de l'importation des produits de Apple sur son territoire, eh ben, ça n'aurait quasiment pas d'impact sur le chiffre d'affaires ou sur l'image de l'entreprise. Donc le gouvernement congolais espère que en s'attaquant à Apple et en s'attaquant en lien à la question des droits des populations dans les zones de la République démocratique du Congo, de l'Est de la République démocratique du Congo, avec le fait que Apple achète des composantes
qui sont issus de ces territoires-là, le gouvernement congolais espère plutôt attirer l'attention de la communauté internationale sur cette question de la République démocratique du Congo et que peut-être que ça va pousser la communauté internationale à pousser les Américains à faire pression sur Apple pour changer sa stratégie, notamment en matière d'importation de minerais originaires du continent africain, donc de cette région-là. Mais même là, je pense que c'est un qui tout double qui va se passer, mais je pense plutôt que le gouvernement américain ne va pas bouger et il est peu probable que la firme américaine puisse répondre favorablement ou changer ses procédures pour des questions d'éthique en ce qui concerne son approvisionnement en minerais dans cette région-là. C'est une tentative, c'est une bonne tentative, mais pour moi, de la part du gouvernement congolais, c'est une stratégie plutôt en termes de communication, mais je ne pense pas que dans l'état actuel, quand on regarde le monde actuellement, eh bien, les questions d'éthique et d'image ne sont plus, si tu veux, la principale source de préoccupation en matière de droit international. C'est beaucoup plus la question de profit, les questions d'argent, les questions d'influence territoriale. Et donc là, malheureusement, je crains que pour la RDC, eh ben, cette mise en demeure soit comme un coup de pied dans l'eau, quoi, en fait. D'accord. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 qui revenait sur l'actualité internationale dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.